Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Vous écoutez l'avant-dernier épisode de la saison 3 de Jumpscare. On part bientôt en vacances. La semaine prochaine, ce sera le season final de cette saison 2025 qui a été assez mouvementée. Pas mal de gros épisodes, des invités encore plus gros. Bref, on en parlera vendredi prochain dans notre habituelle foire aux questions / bilan de fin d'année. On parlera du podcast, des films d'horreur qu'on a aimés cette année, ou pas aimés d'ailleurs. On répondra à vos questions que vous pouvez nous poser sur nos réseaux sociaux, @jumpscarecast sur Twitter, Blue Sky et Instagram. Si vous nous écoutez sur Spotify ou YouTube, vous avez aussi l'espace commentaire de cet épisode pour nous poser vos questions, ça fonctionne aussi. Donc, rendez-vous vendredi prochain 21 novembre pour le gros épisode de fin de saison. Et si vous êtes sur Nantes, rendez-vous le lendemain, samedi 22 novembre, pour fêter ça en live avec quasiment toute l'équipe pour notre premier événement public dans la grande salle de Pollen, rue des Olivettes. On organise avec l'association culturelle DYPE une journée entièrement horrifique avec 3 projections à la suite. On va passer Grave Encounters, Deadstream et en tout début de soirée, Scream, le tout animé par la team Jumpscare et la team DYPE. On aura des cadeaux à vous faire gagner, on va faire des quiz, des animations. Il y aura l'entresort en librairie horrifique qui aura un gros stand sur place avec un stock de livres d'horreur assez impressionnant. Il y en aura pour toutes les bourses. Il y aura de la bière, il y aura des transats, il y aura du bon son, il y aura de la bouffe. On sera très bien et l'entrée est à prix libre aussi, qui plus est, donc n'hésitez pas. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler un peu d'horreur bien vintage pour nous changer les idées et pour se faire plaisir. Du bon cinéma bis comme on aime, on va discuter d'un film italo-franco-américain de Paul Morisset, Du sang pour Frankenstein. Oh putain, ça commence. Du sang pour Dracula, sorti en 74. Ce n'est que le début, croyez-moi. Paul Morisset, si vous suivez le podcast, on en a déjà parlé en début d'année dans le tout premier épisode de Jumpscare sorti en 2025, nommé Les films d'horreur de 2025, où on revenait sur les films qu'on a pu voir au Festival international du film fantastique de Paris, où on avait vu un de ses films les plus connus, qui a été produit 1 an avant Sang pour Dracula, et qui fonctionne comme un film binôme avec celui-ci. C'est Cher pour Frankenstein, relecture de Frankenstein complètement folle, où Victor Frankenstein, joué par le très grand Udo Kier, créer un monstre de Frankenstein homosexuel. C'est un film qu'on avait bien aimé et c'est marrant de terminer l'année sur sa continuité puisque Du sang pour Dracula reprend quasiment toute la même équipe, que ce soit Andy Warhol à la production ou le casting. On retrouve donc Udo Kier dans le rôle du comte Dracula qui est en très mauvais état car il lui faut du sang de jeunes femmes vierges pour survivre. Sauf que, avec la révolution sexuelle de l'époque, des jeunes femmes vierges, Dracula, il galère à en trouver. Accompagné de son serviteur Anton, il quitte la Transylvanie pour l'Italie, convaincu qu'une noble famille catholique pourra lui offrir des jeunes femmes pures dont il a besoin. Il trouve refuge chez une famille de bourgeois ruinés, dont le père espère marier l'une de ses 4 filles au comte Dracula pour sauver sa fortune. Mais le manoir abrite aussi Mario, interprété par Joe D'Alessandro, qui jouait déjà dans Cher pour Frankenstein. Un homme communiste qui convoite aussi les femmes de la maison et évidemment ça va partir un peu en couille entre tout le monde. C'est un film qui, comme pour Cher pour Frankenstein, a été reconnu au fil des décennies comme un petit film culte qui est tout juste ressorti en version restaurée chez nous en Blu-ray, chez Sidonis Calista, après des années à circuler dans des copies plutôt moches. Même si le film avait déjà plutôt bien marché à l'époque avec la critique, comme en témoigne cette critique du Monde qui date du 25 janvier 75 par Jean de Baroncelli, qui disait: on retrouve dans ce film l'humour corrosif propre à Paul Morisset, un mélange de vitriol, d'IPK et de poudre de perlimpinpin qui assaisonnait déjà Cher pour Frankenstein. Si l'on a du goût pour ce genre d'épices, on appréciera la manière dont Morisset pervertit le vieux mythe de Dracula. Rien de plus plaisant que les scènes où le rustre vampire cajole ses maîtresses en leur annonçant la fin prochaine du monde capitaliste. Fermez les guillemets. Une fin du monde capitaliste qu'on attend toujours en 2025 en tout cas, mais pas de politique dans ce podcast, vous nous connaissez à force, pas notre genre. Pour parler du sang pour Dracula, nous sommes en présence ce soir de Dario. Comment ça va, Dario ? Je suis un peu malade, je suis un peu fatigué, c'est la fin de saison, je pense que vous allez tous dire la même chose que moi, malade et fatigué, mais on est là. Toi aussi, il te faut du sang ? Il faut du sang, ouais. Je comprends. Amélie, comment ça va ? Bah écoute, ça va pas mal. Toi, ça passe. On fait un film de vampire, moi je suis toujours contente. On n'a jamais fait de film de vampire classique, je remarque. Oui, à chaque fois on part sur des trucs, des réécritures, des réadaptations et tout. Faudrait qu'on fasse un bon vieux film de vampire à l'ancienne un jour. Parce qu'on avait fait Déméter.
On C'était a pas fait ouf. Déméter, on a fait Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, Oui. et on a fait Vampire Hunter D. Vampire Hunter D. Vampire C'était Hunter D, excellent. ouais. Pour le coup, ouais. C'était bien ça. Peut-être un jour un Dracula classique, mais pas ce soir, croyez-moi. Ah, on a Écoutez, fait le Vourdalak aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai oublié parce que bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Pas ce soir, le Vourdalak, merci. À côté, on a Mathieu. Comment ça va? Ça va, petit ça va aussi, j'ai une rhinopharyngite, donc je m'excuse par avance si je mouche, si j'éternue, si je tousse. Voilà, j'essaie de faire le bon possible. La fin de saison, elle est terrible. Envoyez du sang aussi pour Mathieu, s'il vous plaît. À côté, bien sûr, moi-même, Romain, votre hôte. Et en début d'année, on a parlé de Cher pour Frankenstein avec quelqu'un qui aime le cinéma de Paul Morisset. Il était donc totalement normal qu'on le réinvite pour en parler. C'est une voix que vous connaissez si vous suivez le podcast. C'est Max, alias Very Nasty Stories, créateur de contenu sur Instagram et TikTok autour du cinéma bis et queer. Comment tu vas, Max? Mais ça va super, je suis trop content d'être avec vous. Bon, maintenant, je commence un peu à m'habituer au lieu et c'est hyper cool. Installe-toi, fais comme chez toi. C'est déjà fait, j'ai enlevé mes chaussures, je suis désolé pour tout le monde. Non, c'est cool, on a commencé l'année avec toi, au final, et on l'a fini avec toi. Ouais, Tout est cohérent. carrément, Tout est parfait. carrément, trop content d'être là. Très content aussi de t'avoir avec nous. Dis-nous tout. Paul Morisset, c'est un cinéaste que tu aimes beaucoup de base. Du sang pour Dracula, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Déjà, enfin, tu peux aussi revenir sur Cher pour Frankenstein, si tu veux parler de ça au passage. oui, bah carrément. Bah, de toute façon, pour parler du sang pour Dracula, il faut remettre un peu le contexte de tout ça. Faut remettre déjà qui est Paul Morisset. Paul Morisset, qui est un réalisateur qui a commencé avec une trilogie, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Hit, Trash et Flèche. Donc, c'est 3 films différents, mais qui sont considérés comme une trilogie, et qui sont des films entre le faux documentaire, c'est à moitié improvisé, à moitié écrit. D'ailleurs, peut-être que Amélie, avec le festival On vous ment, pourra peut-être rebondir dessus. Mais en tout cas, moi, c'est une trilogie que j'aime beaucoup et pour ce style-là, justement. Style qui est un peu abandonné dans les 2 films Frankenstein et Dracula, mais on en reviendra. La deuxième personne, c'est Andy Warhol, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Romain, qui a produit le film. Alors, faut mettre un peu des guillemets là-dessus, parce qu'en fait, il produisait le film via sa factory, donc l'atelier d'artistes où tout le monde se côtoyait et qui faisait les sérigraphies qui sont très connues d'Andy Warhol. Ça vient de là, mais en fait, il était assez éloigné de tout ça, de la production. Il faisait assez confiance. Évidemment, il s'assurait que l'argent rentre bien dans les caisses avec le film-là qu'il distribuait, mais il était quand même assez éloigné et les manettes étaient plutôt entre les mains de Paul Morisset. C'était vraiment le nom qu'on mettait en gros sur l'affiche pour attirer les gens, quoi. Mais voilà. Et la troisième personne, Romain, tu l'as dit aussi, c'est Joe D'Alessandro, qui est un acteur et un modèle, qui est une figure, qui est devenue une figure de l'underground, et qui est aussi une icône gay pour son corps sculptural qu'on voit beaucoup dans Blood for Dracula, mais qu'on voit aussi dans tous les autres films. C'est vrai qu'il est beau. Ouais, il y a quelque chose. C'est vraiment le corps masculin idéal, si on peut dire ça comme ça, un peu statue grecque. Et puis il a fait beaucoup de photos nues dans des magazines gays, donc voilà, son corps on le connaît par cœur. On l'engage malheureusement pour lui pour son corps aussi. Donc du coup voilà, c'est la rencontre de ces 3 personnes-là qui forment d'abord la trilogie Hit, Trash, Flèche, que je vous encourage vraiment à voir, et ensuite Blood for Dracula et Flèche for Frankenstein, ou plutôt Flèche for Frankenstein, puis Blood for Dracula. Je voulais revenir aussi sur un truc que tu as dit, Romain, que je trouve hyper intéressant au début sur la critique de Le Monde, il me semble. Oui. Il parle d'un humour corrosif. C'est assez marrant parce qu'en fait, Paul Morisset, dans les interviews un peu tardives qu'on a de lui, détestait qu'on rigole devant ses œuvres, qui, pour lui, n'étaient pas du tout drôles, et où il n'y avait aucun humour. Lui, il aime montrer la décadence de ses personnages, ces personnages qui sombrent ou dans la folie, ou dans la drogue, ou dans des choses assez sombres. Et donc, du coup, évidemment, ça donne des scènes qui prêtent à sourire parce qu'elles sont un peu ridicules, mais en fait, on est face à des scènes qui sont assez trash, assez lourdes, qui ont beaucoup de sens, et qui devraient non pas nous faire rire, mais plutôt nous mettre en garde. Parce que le trash,
tel qu'on l'entend, c'est pas forcément une glorification de tout ce qu'on peut voir, de toute la décadence, c'est plutôt juste la montrer. Et c'est là où, je sais pas pour ceux qui connaissent John Waters, par exemple, qui est aussi très connu pour le trash, c'est là où les deux sont complètement à l'opposé. On a John Waters qui, lui, fait de l'humour volontaire, rend le trash un peu goofy, un peu drôle à regarder. Et on a Paul Morrissey qui, lui, veut plutôt être premier degré. Et quand c'est ridicule, il le montre, mais de façon premier degré et pas pour qu'on rigole, quoi. Plutôt pour qu'on s'affole. Donc voilà, donc la rencontre de ces trois personnages et de cet univers-là va former Flèche for Frankenstein et Blood for Dracula. Moi, je préfère Flèche for Frankenstein. C'est mon avis perso. Certainement pour le monstre, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le monstre de Frankenstein. Blood for Dracula, il est assez différent, en fait. Moi, je suis un peu plus mitigé sur le film. Alors déjà, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est vraiment face à une lutte entre deux mecs radicalement différents, deux mecs qui veulent pénétrer des femmes de façon différente aussi, l'un en les mordant, l'autre en les pénétrant littéralement. Et on a ces femmes qui du coup doivent choisir en fait quelle pénétration elles préfèrent. Mettons des guillemets au mot préféré, hein, parce que c'est parfois dans le film, on est quand même proche de l'agression sexuelle que de vraiment l'acte sexuel, que ce soit dans la morsure ou dans la pénétration, hein, les deux. Les femmes se débattent, donc c'est quand même assez violent, mine de rien, là-dessus. Mais voilà, on est vraiment sur la lutte entre ces deux mecs-là, qui sont complètement différents, qui utilisent leur masculinité, si on peut dire ça, de façon complètement différente. Donc Joe D'Alessandro avec son corps sculptural, avec l'envie qui peut déclencher vraiment de physique quand on le voit, et aussi une force physique, enfin vraiment l'homme tel qu'on se l'imagine, quoi, avec un grand H, si on peut dire ça comme ça. Et on a de l'autre côté le comte Dracula, qui lui est un homme sophistiqué, qui lui est un homme plutôt fragile, mais qui a du pouvoir déjà parce qu'il est un vampire, mais aussi parce qu'il est comte. Et donc du coup voilà, on a vraiment la lutte entre ces deux hommes-là. Maintenant, moi j'adore ce film, je l'ai vu plein de fois, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Et j'avoue que le revoir là maintenant, j'y ai pris peut-être un peu moins de plaisir qu'avant, et j'y ai pris moins de plaisir que quand j'ai revu Flèche for Frankenstein. Voilà, peut-être qu'il manquait de gens qui lèchent des aisselles. Ça manque. de pénétration de pancréas. Exactement. Peut-être que ça manque, je ne sais pas. Mais bon, après, le film marche quand même toujours bien, notamment dans ses... moi, je trouve qu'il y a une recherche dans le beau, entre guillemets, dans ce film-là, autant dans les décors de cette un peu villa italienne, alors qui sont très fake, mais qui essayent de reproduire quelque chose de beau. Et en plus, la famille essaye, comme tu l'as dit, elle est en faillite, mais elle essaye quand même de maintenir la face. Donc, ils sont un peu dans la recherche de ce faux beau qu'on pourrait exposer. Il y a aussi les lumières qui sont très belles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la première fois que Dracula croque une fille et que la fille n'est pas vierge, donc du coup ça le rend malade. Il y a une espèce de lumière verte qui, moi, à chaque fois, je suis ébloui par ce plan. Vraiment, j'ai envie de faire des screens et de foutre ça en fond d'écran partout. Je trouve ça vraiment très 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 beau, vraiment. Et même dans les costumes, cette veste de Dracula avec des plumes, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve le film très très beau. Ça n'a pas vieilli. Je trouve la fin aussi très très belle esthétiquement, et dans le gore, parce qu'il y a quand même pas mal de gore à la fin. La fin de Dracula est quand même très sanglante, et je trouve ça hyper beau. Donc voilà, mais c'est un film que j'aime toujours autant, peut-être un peu moins maintenant. Je sais pas. J'ai hâte d'avoir vos avis à vous. Je sais pas s'il y en a qui le découvrent. Je trouverais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui vraiment le voit pour la première fois. Je sais pas si c'est le cas de l'un d'entre vous. Oui. Ouais, parfait. J'ai trop hâte d'avoir ton avis. Voilà. Pas sûr. Alors attention, Pas sûr. je peux sortir les griffes, donc attention. Ouais, je suis spoilé, il m'a envoyé des messages ce matin. C'était assez... C'était un peu salé. Je réponds, attention. Par contre, tu dis un truc intéressant, c'est qu'en effet, c'est aussi dur de juger le film quand tu as vu Cher pour Frankenstein. Comme les deux dialoguent beaucoup entre eux, les séparer d'un côté enlève un peu leur intérêt, parce qu'ils fonctionnent très bien en film côte à côte. Ouais. Mais du coup, il y en a forcément un des deux qui va en pâtir. Oui. Et quand t'es en face d'une énorme roue libre comme Cher pour Frankenstein,
qui en effet, vous avez cité pénétration de pancréas, léchage des selles, Udokir qui fait des dingueries tout le long, enfin c'est fabuleux quoi. En effet, Sang pour Dracula avait du boulot pour atteindre ce niveau de folie, et je suis d'accord avec toi qu'il l'a pas. Et ça peut jouer contre lui. Même s'il tente pas de refaire quand même les choses qu'a fait Sharp of Frankenstein. C'est pas une volonté de refaire le même film. Oui, complètement. Mais forcément, ça joue contre lui. Ouais, je trouve aussi. Quand t'as revu le film là, Max, tu l'as vu en version restaurée ou t'as vu l'ancienne version ? Alors, j'ai vu l'ancienne version. D'accord. J'ai vu l'ancienne version. Alors toi, tu parles de film d'une copie moche. C'est vrai que la copie est pas... Enfin, la copie que j'ai regardée était pas non plus très jolie, mais ça allait. Franchement, ça allait. C'était même mieux que dans mes souvenirs, mais c'était clairement pas la copie restaurée. J'ai une vieille copie dégueulasse qui circule depuis longtemps, en fait, qui est à moitié sépia VHS pourri. Ah oui, non, c'était pas à ce Et point. donc là, pour l'occasion, j'ai pu voir la nouvelle restauration qui est sortie chez Sidonis, qui est la même restauration que Mathieu et Amélie on peut voir, il me semble, qui est sortie en Blu-ray chez nous récemment. Et pour le coup, en termes de nettoyage d'image, en termes de restauration, c'est assez fou. Tu redécouvres un peu le film. Trop hâte. C'est pas non plus parfait à 100%. Il y a quand même des scènes qui ont pas mal de grains, mais très clairement, entre ce qui existait avant ça et ces éditions-là, c'est le jour et la nuit. Avant, si on voulait mettre la main de manière légale sur des DVD de Cher pour Frankenstein et du Sang pour Dracula, il fallait se tourner du côté de René Château Vidéo. Oui. Et comme chacun sait, les DVD de René Château Vidéo, c'est pas forcément la joie d'un point de vue technique. Donc c'est un petit miracle que de tels films en fait arrivent dans de telles conditions aujourd'hui, après des années de DVD catastrophiques. C'est des restaurations qui ont été faites par Vinegar Syndrome et Severin Films, qui sont des énormes malades de la restauration de films aux États-Unis et qui font un taf de fou, mais même sur les films les plus insortables et les plus paumés que tu peux imaginer, ils vont les restaurer de manière assez folle. Et même si en effet le matos disponible est ce qu'il est, ils ont quand même rescanné Sang pour Dracula à partir du négatif 4K quand même, et ça fait du bien. Et c'était déjà le cas pour Sharp of Frankenstein qu'on avait pu voir en 3D au pif. Ouais. Max, t'étais là ? Oui, j'étais là. On l'avait vu en 3D, et ça c'est fou, tu vois, qu'on puisse revoir aussi ces films-là sur grand écran maintenant, en qualité convenable, et en 3D. Ouais, carrément. Tourne comme à l'époque, tu vois. Ouais, carrément. Et je trouve que c'était un petit parcours du combattant aussi niveau droit, parce que ces deux sorties chez Sidonis ont été annoncées un premier temps, annulées, pour ensuite être finalement sorties correctement. Mais pendant quelques semaines, on a eu peur que en fait l'annonce n'aboutisse à rien, mais en fait non, ça a pu finalement se faire, quoi. Donc c'est deux petits miracles. Dans des belles éditions en plus, faut le dire, elles sont très belles. De ton côté, Amélie, c'est toi qui as soumis l'idée de faire cet épisode. Oui, c'est moi qui ai proposé le film, tout à fait. Mais attends, mais du Visconti à mes yeux. Excusez-moi, mais c'est un film de vampire qui parle de lutte des classes dans un décor suranné, mais pardon, mais du caviar. Ce film a été créé pour moi. Et je dis Visconti et pas du tout au hasard parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il a pas mal de parallèles avec le Guépard. C'est une version bis du Guépard, je trouve. C'est-à-dire qu'on est face à un film qui est une sorte de fable politique. Alors, avec un peu moins, avec une subtilité un peu plus de bulldozer dans du Sang pour Dracula que dans le Guépard, quand même. Mais où vraiment on a exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire une noblesse européenne qui est en pleine déchéance, qui en fait a besoin de sang neuf, littéralement, parce qu'en fait, à force d'avoir des mariages incestueux, Dracula, il est littéralement malade de ça, en fait. Et on comprend aussi qu'il a une relation avec sa sœur et qu'il a besoin de sang neuf pour continuer sa lignée. Et il est obligé de côtoyer du coup une bourgeoisie désargentée qui le dégoûte, avec laquelle il n'a pas envie d'avoir de relation à la base. Et on a cette bourgeoisie qui en fait est dans le vice, dans le jeu, dans le sexe, qui ont dilapidé leur argent, qui n'ont plus rien et qui eux rêvent d'accéder à une aristocratie qu'ils n'ont pas. Puisque en fait là ils sont littéralement en train de les filles au début elles cultivent la terre quoi, parce qu'ils ont même plus de personnel de maison à part bien sûr ce jardinier communiste qui cite Marx à tout bout de champ, qui cite comme ça de la littérature communiste et au point qu'il a peint une faucille et un marteau en rouge au-dessus de son lit. Et vraiment du coup on a ces trois petits on va dire ces trois petites classes sociales qui sont en vase clos dans cette maison en déliquescence qui est la déliquescence à la fois de ce monde
passer de l'aristocratie, de cette bourgeoisie bouffie d'orgueil qui est en train de s'effondrer. Et du coup, effectivement, on a des décors comme ça de maisons vides, avec une grande maison toute vide. Il fait tout le temps moche dehors. Le jardin est mourant. Les meubles ont été vendus. Les fresques s'effritent. C'est merveilleux. Et on a comme ça ces filles qui se baladent en robe de chambre dans des grands couloirs vides. Moi, excusez-moi, ça parle à mon petit cœur. Et même si le film est pas et dans Cher pour Frankenstein aussi, moi je préfère Du sang pour Dracula, mais bon, c'est très personnel, mais on a déjà des très beaux décors aussi dans Cher pour Frankenstein, avec ce laboratoire bizarre qui a l'air tout droit sorti d'un fantasme étrange, de quelqu'un qui aurait dessiné un laboratoire, pas d'un vrai laboratoire, quoi. Il y a quelque chose de très suranné dans ces décors que j'aime beaucoup, une esthétique de rêve qui est super bizarre et qui donne une ambiance très étrange. Et en plus, effectivement, vous l'avez dit, Max, tu l'as dit, il y a deux hommes comme ça, donc l'un qui représente une espèce de force du prolétariat qui viole littéralement la bourgeoisie, et on a par contre cet aristocrate fragile, malade, qui est à l'article de la mort et qui a besoin de sang pour survivre parce qu'il peut rien manger d'autre, et qui est transporté dans un cercueil, qui est là, qui arrive avec son corbillard sous les yeux de cette famille qui sait plus quoi faire. Moi, je trouve que tout dans ce film fonctionne hyper bien. C'est une fable, c'est un conte, c'est joué comme un conte, c'est raconté comme un conte, c'est-à-dire que tout le monde surjoue un peu. Je sais pas si vous l'avez vu en doublage français, mais le doublage français, il est terrible. La mère de famille, on dirait que c'est quelqu'un qui découvre son texte quand il le dit, mais moi ça me va, il y a quelque chose d'un petit peu théâtral que je trouve totalement adapté au projet aussi. Et ce qui me fascine encore plus, c'est qu'effectivement Morrissey, lui, il se défend de faire quelque chose de très politique. Il se défend de faire quelque chose avec de l'humour, alors que le film n'est que ça. Donc il y a une sorte de réception par le public qui n'est pas du tout celle de l'intention de l'auteur, que je trouve encore plus fantastique. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant ces deux films. Je regrette de ne pas avoir pu voir Cher pour Frankenstein sur grand écran, mais au pif, mais peut-être un jour. Voilà, moi je trouve qu'il y a une sorte de truc, c'est une bonbonnière, quoi. Ça sent un peu la poussière, c'est un peu trop fantastique, mais moi j'adore ce genre de truc, quoi. Est-ce que t'avais aimé Cher pour Frankenstein ? J'ai bien aimé Cher pour Frankenstein. J'avais trouvé ça cool. En plus, effectivement, il y a des thèmes qui sont récurrents. Le fait que les riches, qu'ils soient aristocrates ou bourgeois, couchent avec les travailleurs, avec les prolétaires, avec leurs serviteurs. Il y a un truc comme ça. Pareil, les décors, ils font très clinquant et en même temps un petit peu cheap, mais moi j'aime bien ce genre de truc. J'avais bien aimé aussi, ouais, mais j'ai plus d'affection pour le vampire. Et en plus, je trouve que autant la figure du vampire dans Du sang pour Dracula, elle fonctionne, autant je trouve que y a quelque chose dans Cher pour Frankenstein où je m'y retrouve pas vraiment dans le mythe de Frankenstein, dans ce que moi je recherche dedans, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas exactement ce que je viens chercher quand je regarde un film qui s'inspire de Frankenstein. Mais après, ça, c'est vraiment ma lecture personnelle Oui, c'est perso, de l'œuvre de Mary Shelley, tu vois. Oui. Surtout que pour le coup, il s'éloigne un petit peu de ce qu'elle a écrit. Oui. Et après, il y a un truc sur les enfants qui est super bizarre dans cette famille où ils sont tous incestueux aussi. Il est bizarre aussi, mais pas pareil, tu vois. Oui. C'est ce qu'on disait ce matin avec Max. On parlait de Bis, on parlait de Bruno Mattei, parce que visiblement on parle que de ça quand on parle ensemble. Et il y a une expression qui est sortie, c'était même spectre, mais deux extrêmes différentes. Oui, en parlant pas de ces deux films-là, mais ça va bien sur ces films-là, je trouve. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas bizarres pareils. Ils se ressemblent beaucoup, mais plus tu vas les creuser, plus tu vas croire que c'est pas la même chose. Oui, carrément. Il y en a un autre qui a découvert le film aujourd'hui et qui a passé un moment un peu moins sympathique que le tien, Amélie. Parce que ce matin, il m'a envoyé des messages un peu compliqués, pas loin du SOS. Il s'appelle Dario. C'est pour la personne qui nous a envoyé une question pour la FAQ, qui nous a dit ça fait longtemps que Dario était... Enfin, il est devenu gentil, Dario. Où est-ce qu'il est, où Dis-nous tout, Dario. Non, mais c'est juste que moi, c'est pas mon genre de film. Je suis pas le public pour ce genre de film, je pense, honnêtement. Je vais pas parler pendant 20 minutes pour vous dire tout ce que j'ai détesté dans le film, mais moi, à part un ennui profond, je ressens pas grand-chose devant ce film. Voilà. Je trouve le film visuellement très réussi, c'est très joli.
Petit bémol, moi je trouve que la scène dont tu as parlé, Max, où Dracula a cette lumière verte sur le visage, c'est super, ça fait un super fond d'écran, je te l'accorde, mais dans le film, pour moi, ça me sort complètement du film, ça explose le quatrième mur, c'est juste... on me rappelle qu'il y a un chef électro qui, à ce moment-là, il a fait 1, 2, 3, et paf, il a allumé en vert. Moi, ça me perd totalement. Mais c'est un joli fond d'écran, je te l'accorde. Moi, ce qui me perd le plus dans ce genre de film, c'est souvent, il y a un rythme assez particulier, assez lancinant, qui, là, pourrait avoir du sens avec un Dracula malade, mais j'avoue que ça, couplé à l'autre truc que je déteste dans ce genre de film, c'est le jeu d'acteur. Moi, je l'ai vu en VO. Tous les acteurs, c'est un truc que je dis souvent, mais là, ça a rarement été aussi vrai. Tous les acteurs jouent dans un registre différent. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ils sont tous d'une nationalité différente quasiment, donc ils ont tous un accent différent. Et du coup, ça exacerbe encore plus le côté chacun joue dans un registre qui lui est propre. Et il n'y a pas de cohérence, je trouve, entre le jeu d'acteur et les dialogues qui sont pas très très bien écrits pour le coup. Mais du coup, le fait que tout le monde ait des accents bizarres et que tout le monde parle en anglais, avec un anglais qui est des fois un peu défaillant, ça me sort tout de suite du film. Je veux bien accepter que Dracula et Anton aient des accents. Je veux bien accepter qu'on parle anglais par facilité parce que je sais pas, pour vendre le film, ce sera plus simple, par exemple. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a aucune cohérence liée à ça. Et moi, dès qu'il parle, je me dis, ah bah elle est française. Ah, ben lui, il est pas du tout roumain, en fait, ce mec-là. Donc j'avoue que je suis pas la cible du film. C'est ce que je disais en préambule. Le propos du film, non plus, je le comprends pas. Peut-être que je suis trop con. Ou peut-être que le film est particulier parce que j'ai l'impression que le film me dit des choses et après va me dire son contraire. C'est qui le héros dans ce film? C'est Dracula ou c'est Mario? Mais personne, je dirais. Ouais, personne. Mais Ouais, du coup, bon, mon, c'est ça. mon souci, et ça c'est un autre problème, mais alors c'est mon problème encore une fois, hein, mais dans un film, j'ai toujours besoin d'avoir un point d'attache, je pense, de quelqu'un que j'ai envie de suivre. Et là, il y a personne que je trouve, que j'ai envie de suivre. Dracula, honnêtement, l'acteur est magnifique, il est parfait, il a les traits d'un vampire. Mais Dracula, il pue la merde. Je suis désolé, je vois pas. Si l'idée c'était de montrer qu'être un vampire c'est une vraie malédiction, ça marche parce que y a aucun avantage à être un vampire dans ce film. Il pue littéralement la merde. Il se fait arracher le cul par Mario qui est juste un bûcheron communiste. J'avoue qu'il y a aucun moment il a un pouvoir qui peut l'aider. Pour moi, c'est voulu ça. Pour moi, le Dracula C'est une pathétique, volonté, c'est ouais. vraiment Ouais. une des intentions du film, je pense. Mais du coup, c'est même pas contrebalancé avec un mec qui est un peu craqué comme Mario. C'est juste un bûcheron en fait, le gars. Il est très musclé, il est très beau aussi, il y a pas de problème. Mais pareil, j'ai pas envie de suivre ce mec-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il me dit le film quand la seule personne qui cite Karl Marx et qui est en mode abat la noblesse, machin, c'est un giga violeur, c'est un connard avec les femmes. Enfin, je comprends pas. Moi, c'est vraiment. Je veux bien être ouvert et tout, il y a pas de problème. Mais moi, ce genre de truc, ça me perd très très vite. Et, C'est un film anticommuniste. Hein. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça, tout simplement. Pour toi, c'est un Moi, film. je l'ai pris comme. Je suis pas sûre, tu vois. Après, Paul Morisset, il était connu pour réfuter toutes les interprétations politiques de ses films. Oui. Il voulait pas qu'on accole des messages en fait sur ses films. Lui, ce qui l'intéressait, entre guillemets, c'était le côté chaotique, quoi. Ce qui est des fois très paradoxal. Ouais, c'est ça, parce que là, le propos du film, il y a quand même plein de passages où un personnage parle de politique, où il cite Karl Marx, il a une faucille, un marteau sur son mur, enfin... Tu peux dire non, mais moi c'était pas mon message si tu veux, mais tu peux pas retirer le message. Bah oui, du film, c'est ça quoi, qui est marrant. Est-ce que Max, toi qui aimes bien le cinéaste, tu sais s'il en a reparlé du film plus tard? Comme pour dire la même chose que tous les autres, c'est-à-dire que le film n'est pas marrant, que voilà, et ça va toujours lui dans sa lignée de ce qu'il fait finalement. C'est marrant que tu dis ça, Dario, et je trouve hyper intéressant tout ce que tu dis, parce que quand tu dis par exemple que tu n'arrives pas à t'identifier ou à suivre un des personnages, à t'attacher, enfin mets le mot que tu veux là-dessus, je trouve ça très vrai en fait, et je pense que c'est exactement ce que Paul Morisset voulait,
Et la preuve avec la trilogie qu'il a fait juste avant, où on filme vraiment un gigolo en pleine décadence, un mec complètement drogué qui cherche sa drogue. Il y a vraiment, à aucun moment on te dit identifie-toi à ce personnage et de la peine pour ce personnage. Lui, comme disait Romain, il pose vraiment juste sa caméra et puis il laisse passer le truc. Donc je comprends que tu puisses ne pas t'identifier à un des persos et que ça puisse te perdre et que ça puisse aussi t'ennuyer parce que finalement ça va avec un peu. Je comprends ce que tu veux dire. Après là, il y a un truc un peu contradictoire, enfin que j'arrive pas trop à comprendre et je veux bien que tu approfondisses. Parce que d'un côté, tu parles tu sais, ce truc qui te sort de l'écran parce que d'un coup, t'as l'impression que le chef-op fait un décompte pour foutre la lumière verte. Ouais. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était justement le seul moment assez intéressant parce que c'est le moment où le fantastique du vampire apparaît à l'écran et que, en fait, tout le reste avant, on était dans la réalité la plus réaliste possible, entre guillemets, puisque pour les acteurs qui parlent pas la même langue, je suis d'accord avec toi. Et puis d'un coup, on a vraiment ce truc-là du vampire qui redevient fantastique avec la malédiction qui va avec. On a un peu ce moment où moi, justement, le film me rappelle qu'on parle de Dracula, tu vois. Et donc, du coup, je trouve ça assez marrant qu'on soit pas du tout raccord là-dessus. Et je sais pas, j'aurais bien aimé avoir plus... ça t'a vraiment, vraiment sorti du film complètement ce moment-là? Bah, vraiment, j'ai été un peu estomaqué à ce moment-là, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que ce plan-là, il emprunte à une iconographie qui est pas celle de ce film-là. C'est-à-dire que pour moi, cette lumière verte, c'est genre une couverture d'un comics des années 60, d'un truc de science-fiction, d'un truc de vampire, tout ce que tu veux. Et c'est pas du tout l'esthétique du film, je trouve. Le film, il a un côté beaucoup plus baroque. Je pense que c'est aussi aidé par les décors, mais ouais, pour moi, je sais pas, je trouve que ce plan n'a pas sa place dans ce film-là. Ok. En fait. Alors, il y a peut-être un début d'explication. Après, je suis pas sûr que ça corresponde à ce plan-là très précisément. Mais parmi les personnes qui se sont retrouvées derrière la caméra, il y avait Antonio Margheriti. Et Antonio Margheriti, c'est un des grands artisans du bis italien et qui a été appelé en fait en renfort sur le tournage de Cher pour Frankenstein et du Sang pour Dracula, parce que apparemment les premiers jours de tournage avec Paul Morisset, ça se passait pas forcément très bien quoi. Et du coup, Margheriti, de ce que j'ai pu lire en interview, c'est lui qui s'occupait des plans AFX, des plans qui nécessitaient donc des effets spéciaux, et notamment les plans un peu gore quoi. Et vu que c'est quelqu'un qui est très rattaché à l'imagerie gothique, on le connaît surtout pour des films comme Danse macabre, enfin des classiques du bis gothique italien, ce serait pas déconnant qu'il ait mis un petit peu sa patte sur les moments les plus gothiques entre guillemets ou les plus fantastiques du film par rapport au reste, où là c'est du 100% Paul Morisset, c'est-à-dire très nature, très réaliste en fait. Lui-même n'étant pas forcément un très grand fan du cinéma gothique et du cinéma fantastique au sens large quoi. Sachant aussi que Margheriti, il est venu sur Cher pour Frankenstein sans Oui. toucher à la caméra, mais c'était juste pour mettre son nom quelque part dans le générique et permettre à la production de devenir officiellement production italo-franco-américaine pour, je crois, pour Récupérer du fiscaliser pognon. quelque chose. Ouais, pour Ouais, du ouais, pognon, ouais. une connerie du genre. Ouais, c'est ça. C'est vraie magouille de bisseux comme on aime. Ouais, carrément, ça m'étonne pas. Mathieu, de ton côté, du sang pour Dracula. Alors moi, curieusement, ça a beau être un énorme classique du cinéma bis italien et même du cinéma bis tout court, c'est un film que je n'ai pas vu pendant des années et des années. Pour tout dire, en fait, je l'ai enfin regardé à partir du moment où j'ai acheté le Blu-ray qui est sorti récemment chez Sidonis. Et donc, du coup, j'ai fait le diptyque. J'ai démarré par Cher pour Frankenstein. J'ai enchaîné, je pense, le lendemain avec du Sang pour Dracula. Et sans grande surprise, j'ai adoré les deux. C'était vraiment deux films que je me refusais de voir dans de mauvaises conditions ou via de mauvais DVD issus de chez René Château ou ailleurs. Je voulais vraiment les voir correctement. Et bon après, le fait de voir Cher pour Frankenstein en 2D alors que le film a été pensé pour de la 3D, très honnêtement, je m'en fous un petit peu. Mais c'est deux films que je souhaitais voir depuis au moins une bonne vingtaine d'années, quoi. À partir du moment où j'ai découvert leur existence dans un bouquin sur le cinéma bis qui était ma bible en fait, mon bouquin de chevet pendant des années. Et aujourd'hui, ouais, je pense qu'il s'est écoulé une bonne vingtaine d'années, quoi. Ce qui m'a plu dedans, entre autres choses, c'est que c'est vraiment une espèce de réunion de talents qui, sur le papier, paraît absolument impossible parce que c'est vraiment des noms très hétéroclites, très
très très très divers. En fait, on a l'impression qu'on a récupéré des personnalités du cinéma, on les a tous mélangés, on les a pris un petit peu au pif et pouf, ça donnait ça quoi. De base, c'est un film qui se monte en 1973 via un producteur italien, célèbre producteur italien qui s'appelle Carlo Ponti, qui réalise, enfin qu'on connaît surtout en tant que producteur de grands classiques italiens, que ce soit La Strada de Fellini, que ce soit Mariage à l'italienne de Vittorio De Sica, Zabriskie Point aussi d'Antonioni, mais il a aussi fait Le Mépris, enfin produit Le Mépris de Godard, Cléo de 5 à 7, enfin voilà, et il a surtout produit un petit film de Roman Polanski qui s'appelle Quoi, point d'interrogation à la fin, qui est pas forcément un de ses films les plus connus, ni même un de ses meilleurs, mais toujours est-il que c'est à Roman Polanski qui va proposer la réalisation de Cher pour Frankenstein. Polanski va refuser parce que Polanski aime bien faire des parodies de films fantastiques ou de films d'horreur, notamment avec le bal des vampires, mais c'est pas quelqu'un qui apprécie forcément ces sous-genres véritablement au premier degré, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien s'en moquer, mais qui va pas forcément au-delà. Mais par contre, Polanski sur un festival, il avait rencontré Paul Morisset et il propose en fait à Carlo Ponti de contacter Paul Morisset. Et Paul Morisset, comme l'a dit Max, c'est quelqu'un qui vient du cinéma underground, qui fait partie de la team Andy Warhol de la Factory et qui a donc tourné cette fameuse trilogie et qui tournait en fait avec des budgets extrêmement réduits et sur une durée très très courte. C'est des tournages qui des fois ne dépassaient pas la semaine quoi. Or là, ce qu'on lui proposait, c'est 3 semaines de tournage plus un budget qui montait, je crois, à 300 000 $, et ça paraît relativement peu par rapport au budget d'un film classique, mais pour Paul Morisset, en fait, c'était l'équivalent d'une super production, quoi. Et le truc, c'est que Polanski va rester autour de cette petite team, Paul Morisset, Carlo Ponti et Andy Warhol, en donnant, en fait, en louant une villa, une de ces villas, je crois, pour accueillir l'équipe de tournage sur Cher pour Frankenstein. Après, les soucis vont commencer à démarrer puisque lors du tournage de Cher pour Frankenstein, la méthode qu'employait jusqu'à présent Paul Morisset pour faire ses films, notamment ses films new-yorkais et la trilogie dont parlait Max, va pas forcément très bien s'adapter avec l'équipe italienne et avec ce scénario qu'il a accepté, alors qu'encore une fois, il n'a aucun attrait pour le cinéma fantastique ou le cinéma d'horreur. Et du coup, la méthode de travail de Paul Morisset qui consistait à allumer sa caméra et à laisser improviser ses acteurs, dont son acteur fétiche, là dont j'ai oublié le nom, qui improvisait parfaitement bien dans ses films underground new-yorkais. Là, en fait, sur Cher pour Frankenstein, il avait beaucoup plus de mal, ce qui fait que les premiers jours de tournage vont être assez compliqués, chaotiques, parce que, en fait, les acteurs, et je pense que c'est aussi peut-être ça aussi qui t'a gêné, Dario, avaient du mal à comprendre en fait ce que Paul Morisset attendait d'eux, sachant qu'ils avaient très peu de dialogue à réciter, très peu de lignes de texte en fait à bosser avant le tournage. Paul Morisset partait du principe que moins on donnait de feuilles de scénario aux acteurs, moins on leur donnait de répliques, et plus ils étaient à même de jouer la scène comme eux l'auraient joué en tant qu'être humain, quoi. Ce qui intéressait Paul Morisset, c'est pas du tout les personnages, c'était de voir des acteurs qu'il avait choisis pour leur personnalité interpréter le personnage de Frankenstein et de la créature, tout ça. D'ailleurs, Frankenstein, c'est jamais c'est un nom, pardon, qui est jamais prononcé dans le film. Preuve encore une fois que ça n'intéresse pas du tout. Mais en fait, cette méthode de travail va pas forcément être bien perçue. Et c'est aussi, je pense, ce qui explique l'arrivée de Antonio Margheriti, qui va donc retourner quelques scènes pour rassurer en fait les producteurs et faire en sorte que le film puisse se terminer. Parce qu'encore une fois, même si pour Paul Morisset, 3 semaines de tournage, c'est long, c'est un luxe, ça reste quand même une période de tournage très courte pour un film, pour un tournage classique, quoi. Voilà. Donc, moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que on a un énorme producteur italien qui a un CV de fou furieux, qui se retrouve à tourner cette espèce de bis avec quelqu'un qui vient de New York, de la factory d'Andy Warhol, qui se retrouve là en fait à tourner quelque chose qui de base ne l'intéresse absolument pas. Il y a Andy Warhol qui est derrière, qui chapeaute un petit peu le truc, mais vraiment de loin, c'est-à-dire qu'il vient 1 ou 2 fois sur le tournage, mais vraiment pas plus, alors qu'il y a son nom en gros sur les affiches. On a au niveau des FX, Carlo Rambaldi qui est capable du meilleur comme du pire. C'est quand même le mec qui a fait des FX absolument dégueulasses dans pas mal de bis italiens, mais qui est aussi responsable de E.T., la créature E.T. de Steven Spielberg. Donc vraiment de Alien aussi. Alien. Et de Alien, voilà. Donc le mec est vraiment capable, encore une fois, du meilleur comme du pire. On a
comme je l'ai dit, Antonio Margheriti, et on a surtout Udo Kier qui en fait trouve là un de ses premiers grands rôles et qui est juste, enfin on peut pas le louper quoi, avec ces espèces de grands yeux verts qui vont faire en fait la suite de sa carrière quoi. Enfin on peut pas ne pas louper cet acteur quoi. Et moi ce qui me fascine là-dedans, c'est cette espèce de mélange entre plein de talents issus de plein d'univers différents qui aboutissent à un film bis dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que c'est un film à très petit budget, c'est un film de genre, mais qui arrive à un moment très particulier, c'est-à-dire on est en 73, on est à un moment donné où le cinéma d'épouvante gothique n'intéresse plus forcément grand monde. La Nuit des Morts Vivants de Romero en 68 est passé par là. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de films de vampires, mais on est dans une période où en fait toutes ces figures gothiques, fantastiques, un petit peu poussiéreuses, qui appartiennent au cinéma horrifique d'avant La Nuit des Morts Vivants, elles sont un petit peu modernisées ou réactualisées. Et notamment, en fait, la figure du vampire va se retrouver dans des films beaucoup plus chargés d'érotisme qu'il ne l'était en fait avant 68 quoi. Donc c'est les derniers films de la Hammer qui sont beaucoup plus érotiques que ce qu'il y avait en fait au début dans les années 50. Aux États-Unis, il va y avoir les Blackula, enfin des mélanges assez bizarres, mais où en fait les acteurs sont souvent dévêtus, enfin les acteurs comme les actrices d'ailleurs. Et moi, c'est ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on est dans une espèce d'exemple parfait de ce qui constitue le cinéma foutraque bis des années 70, mais en même temps c'est très bizarre parce que cette période-là, encore une fois, n'était pas propice à ce type de film un peu poussiéreux. Encore une fois, La Nuit des Morts Vivants était passée par là, il y avait ensuite L'Exorciste, il y avait Massacre à la tronçonneuse, enfin on était dans une horreur qui était beaucoup plus réaliste, et là on est allé chercher un réalisateur underground spécialisé dans le réalisme, dont la méthode de travail faisait tout pour qu'on ait le maximum de réalisme à l'écran, qui se voit confier un film d'horreur gothique. Donc forcément que le résultat il est foutraque, forcément que le truc il est bizarre, vu le bordel qui a été le tournage, vu le peu de temps qu'on lui a accordé et le peu de budget, même si paradoxalement pour lui c'était beaucoup, en fait il accouche d'un truc qui est extrêmement foutraque, extrêmement bizarre, et le plus dingue, c'est que il aurait très bien pu s'arrêter là, mais vu qu'en fait le mec a réussi à se démerder malgré toutes les contraintes qu'on lui a foutues dans la gueule, après en fait Carlo Ponti lui a dit: écoute, vu le peu de budget qu'a coûté le film, est-ce que t'es chaud pour en faire un second après La Chair pour Frankenstein, après Chair pour Frankenstein, est-ce que ça te dit de faire un film sur Dracula? Il a dit ok. Il a abandonné la 3D qui était trop compliqué pour lui, qui l'énervait aussi, et il a envoyé sur ce film que j'ai tendance en fait à préférer À Chair pour Frankenstein, même si j'adore ce film, hein, c'est du bis pur et dur, mais je trouve Du Sang pour Dracula peut-être un petit peu plus classique, un peu mieux écrit aussi, parce que de fait, il a appris de ses erreurs, il a appris aussi qu'il pouvait pas non plus appuyer sur Rec et laisser ses acteurs improviser pendant 10 minutes. Ça, c'était pas possible, et ça lui était beaucoup reproché sur le premier tournage. Ce qui fait qu'à mon sens, Du Sang pour Dracula se tient peut-être un petit peu mieux que Chair pour Frankenstein, parce que justement, encore une fois, il a appris de ses erreurs, parce qu'il est peut-être plus classique aussi. Mais ce que j'adore là-dedans, c'est qu'encore une fois, il nous montre à quel point il en a rien à foutre des grandes figures gothiques, fantastiques, parce que on a un Dracula qui est au bord de la mort, quoi. Là où dans les films précédents, notamment les films de la Hammer, la figure du vampire et de Dracula, c'est une espèce de figure ultra terrifiante, sexualisée, machin, c'est vraiment le prédateur absolu. Là, on a un Udo Kier, en fait, qui tient à peine debout. Il a eu, je crois, 4 jours de pause pour se préparer entre la fin du tournage de Chair pour Frankenstein et le début du tournage Du Sang pour Dracula. Et pendant 4 jours, en fait, il a rien mangé. Il a bu des verres d'eau, une pomme, et voilà, ça allait, quoi. Ce qui fait que il est arrivé au début du tournage extrêmement fatigué, et son teint cadavérique et tout, en fait, colle parfaitement au truc. Mais moi, je trouve ça très surprenant de voir un vampire qui n'est pas du tout une figure d'oppression, une figure dangereuse. On a un vampire, en fait, qui est vraiment à l'article de la mort. Et ce qui est marrant, c'est que, habituellement, dans ce type de configuration, c'est toujours son serviteur. Dans Dracula, j'ai perdu son nom, mais Renfield, voilà. C'est souvent Renfield, en fait, qui est montré comme en dessous, comme dominé par Dracula. Or là, c'est le serviteur qui tire toutes les ficelles et qui prend en charge, en fait, le vampire à 100%, qui s'occupe complètement de lui et tout. Mais c'est peut-être classique, mais on reconnaît aussi la volonté de
de ruer dans les brancards et d'en foutre un petit peu plein les murs. Il y a cette fameuse scène dans Cher pour Frankenstein où Udo Kier baise littéralement des entrailles, enfin, on peut pas le dire autrement. Là, dans Du sang pour Dracula, même s'il faut attendre la fin du film pour que ça s'énerve un petit peu, il y a quand même des scènes qui sont très très provoquent, très années 70, très splash, on en fout plein les murs, quoi, qui pour moi justifie à elle seule le visionnage du film et achève de faire de ce film-là une espèce d'anomalie absolue. Et si je devais en fait conseiller aux gens de voir ce film-là, je leur conseillerais aussi de voir le précédent, donc Cher pour Frankenstein, pour bien comprendre le truc et bien comprendre à quel point c'est à la fois très représentatif du cinéma bis des années 70 et en même temps deux anomalies totales qui vont à l'encontre de ce qui se faisait globalement à cette époque-là et qui fonctionnent pour moi totalement sous forme de diptyque et sont des classiques absolus si on veut s'aventurer dans le cinéma bis italien de cette époque-là. Ouais. C'est vrai que je réfléchis, mais je vois pas de film similaire. Où il y a un vampire faible, genre? Ouais, non, dans cette ambiance bis particulière là, en fait. Alors, du côté de la Belgique, mais après, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a le film avec Delphine Seyrig, c'est Les Lèvres Rouges, qui est une ambiance aussi très particulière, mais qui est beaucoup moins dans le trash et dans le slasher, dans le machin, tu vois. C'est celui qui m'est venu en tête là tout de suite, Ouais. mais Là, comme ça, j'en ai pas non plus. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, sur plein de trucs. Le premier truc, c'est ce que tu disais sur les films contemporains à ce diptyque. Je trouve ça hyper drôle parce que justement, j'ai eu la curiosité hier de voir qu'est-ce qui sortait à peu près en même temps dans le cinéma horrifique. Et la Hammer en était un an avant à Dracula 73. Alors, c'est pas totalement l'opposé de Blood for Dracula, mais on est quand même dans un vampire qui est incarné par Christopher Lee, qui est hyper classe, voilà, qui se tient droit, qui est symbole un peu de pouvoir, de tout ça. Donc, c'est vrai que, alors, il y a ce côté un peu érotique, comme tu le disais, justement, qui est dans Dracula 73, mais comme dans Blood for Dracula. Mais les films sont quand même hyper opposés, et je trouve ça marrant de voir les deux. D'un coup, j'ai eu des flashs de Dracula 73 qui me sont revenus. Et je me suis dit, j'aimerais trop pouvoir voir les deux presque à la suite, tu vois, pour voir un peu ce qu'on proposait de Dracula à ce moment-là. Je trouve ça assez marrant. Et alors moi, je l'ai pas vu, mais il y a un troisième film. Chien de Baskerville. Exactement. Les Chiens de Baskerville. Qui apparemment est catastrophique. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, effectivement. C'est pour ça que moi, je m'en suis tenu assez loin et que j'ai un peu peur un jour de le regarder. Je sais que le casting est complètement différent. Donc, il n'y a plus du tout ni Udo Kier, ni Joe D'Alessandro qui ont quitté le navire. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Toi, tu l'as vu, Mathieu ? Non, mais je veux le voir parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté les Blu-ray, les deux Blu-ray très récemment. Ouais. Et comme beaucoup de Blu-ray de films fantastiques qui sortent, il y a des livrets de Mark Toulek qui sont très complets, qui sont impeccables. Mais du coup, là, j'étais très content de voir ça. Et dedans, j'ai appris justement l'existence de ce troisième film parce que ces films sont cités systématiquement comme un diptyque, oui. Mais apparemment il y en a un troisième, donc les chiens de Baskerville, le chien de Baskerville, et de ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est absolument catastrophique parce que cette espèce de mépris sous-jacent qu'on peut deviner pour tout ce qui touche en fait au fantastique et à l'horreur, qu'on peut deviner dans ces deux premiers films, là il explose complètement dans le troisième et du coup c'est complètement raté. Enfin c'est une espèce de comédie satirique pas drôle. Enfin il est tombé dans son propre piège quoi. De ce que j'ai pu lire en tout cas. Enfin s'il n'y a pas Udo Kier déjà, ça part mal. Ni Joe D'Alessandro. Mais ça confirme ce que tu disais, hein, parce que là tu parlais de Dracula 73 dans le bouquin dans les livrets de Mark Toulek. À un moment donné, je me rappelle d'un passage où Paul Morisset dit qu'il déteste les films de la Hammer parce que pour lui c'est ni fait ni à faire, c'est des très mauvais films et qu'il voulait absolument pas que son Dracula ressemble à Christopher Lee. Il voulait vraiment faire l'inverse. Il voulait vraiment que ça soit pas quelqu'un qui soit droit comme un i, imposant ou quoi. Il voulait que c'est quelqu'un qui soit faible dans un fauteuil roulant et à l'article de la mort. Quoi. Il trouvait ça plus intéressant. C'est réussi. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Moi, j'ai foiré la projection. Je me suis pas donné les bonnes conditions pour voir le film. J'ai envie de crever. J'en parlais avec Max ce matin. Je suis dans une période Bruno Mattei. Encore, vous me direz, je ne vous jugerai pas. Et en fait, j'ai commencé ma journée en m'attendant Zombie The Beginning, son dernier film avant qu'il meure, qui est un immense hommage au cinéma bis italien, et c'est un dérapage total d'1h30. Vraiment, il n'y en avait plus rien à foutre. Il savait qu'il allait mourir, il y est allé en mode « Oh, niquez-vous ». Ah, ça m'intéresse. Et c'est un film
totalement fou, qui mélange un plagiat d'Aliens de James Cameron et Zombie 3. Voilà, pour vous dire le où on en est. Et après si je me dis, oh putain, 100 pour Dracula, c'est aujourd'hui. Donc j'ai lancé 100 pour Dracula. Et en fait, je peux vous dire que ça a fait une décompression assez folle en termes de rythme. Ce qui fait que je me suis automatiquement pas ennuyé, mais pas loin devant 100 pour Dracula, tellement tu sors d'une expérience folle. Toi, c'est comme si tu faisais le Tonnerre de Zeus au parc Astérix et que t'allais ensuite faire les petits jeux pour enfants. Tu vois. C'est 2 films un peu trashouilles, mais il y en a un qui est plus fou que l'autre et ça m'a totalement jinx ma projection. Donc j'attends en fait de revoir 100 pour Dracula dans les bonnes conditions, c'est-à-dire en m'enchaînant Cher pour Frankenstein et 100 pour Dracula pour avoir un avis plus objectif. Ouais. Néanmoins, expérience filmique à ne pas reproduire chez soi, mis à part, je m'attendais à bien pire. J'avais vu des bouts du film il y a un moment, dans une copie qui était vraiment pas belle, et je soupçonne que c'était celle que t'as évoquée, Mathieu, qui était chez René Château, puisque René Château, s'il faisait un bon DVD, je pense qu'ils explosaient. Je sais pas pourquoi. Genre, il y a vraiment, enfin... Ce qui était rigolo, et surtout pas très honnête de leur part à l'époque, c'était que moi, quand je farfouillais dans les magasins de DVD, et pour en avoir tenu un aussi, voilà, j'en avais quelques-uns quand même, ce qui me faisait beaucoup rigoler, Jaune, c'est qu'à l'époque, ils éditaient des fois des merveilles, et si tu retournais en fait le DVD, sur le verso, t'avais marqué version remasterisée. Et je me rappelle d'un DVD que j'ai toujours d'ailleurs, un DVD de La Résidence, qui heureusement depuis a été réédité correctement en Blu-ray, qui était marqué version restaurée, version remasterisée ou je sais pas quoi. Donc forcément, moi quand j'ai vu ça il y a 20 ans en arrière, je me suis jeté dessus. Classique du bis espagnol, introuvable et tout, enfin voilà quoi. Et c'était à peine digne d'un rip de VHS. c'est fou, film relativement coloré, là c'était gris, tu voyais rien, enfin c'était mais honteux. Et quand j'ai vu ça, je vais ok, non, cher pour Frankenstein, du sang pour Dracula, même pas, je lui lâche 1 centime pour ces DVD de merde. Je vais attendre que ça soit restauré correctement parce que une fois pas deux. C'est arnaqueur. Ah non, mais je pense que pour eux, remasteriser, c'était vraiment juste scanner une VHS, quoi. et ça y allait. Et donc, j'avais vu des bouts du film il y a longtemps et je pense que c'était dans cette copie-là. Et en fait, tu ne peux pas savourer un film pleinement comme ça parce que j'entends l'attrait du grain VHS, j'entends l'attrait du vintage, j'entends quand Lily me dit je regarde mes films qu'en VHS RIP parce que voilà, mais les films de Paul Morisset sont beaux. Et il y a un taf de photographie qui mérite d'être mis en valeur. Et je suis très heureux que les films ressortent en HD parce que quand j'ai vu Cher pour Frankenstein au Max Linder il y a un an avec Max, j'étais en mode ah ouais putain ça a de la gueule. Parce que quand on parle de bis, on a trop souvent la mauvaise habitude de parler de films qui sont un peu crasseux, un peu crasse-pec, un peu granuleux, un peu dégueulasse. Paul Morisset, c'est vraiment celui qui te fait mettre cette règle à la poubelle, vraiment. Ces films, ils sont toujours très bien cadrés, très bien éclairés, tu sens que c'est posé, tu sens que c'est structuré. Il y a des clairs-obscurs sur Udo Kier dans la séquence d'introduction de 100 pour Dracula où il se maquille, qui sont fabuleux, vraiment, il travaille ses plans, et c'est super beau. C'est une très chouette scène d'introduction, d'ailleurs, Dracula qui se teint les cheveux en noir comme ça. Je trouve vraiment que c'est une super bonne idée, quoi. C'est ça, et en plus, Paul Morisset, il a le nez pour les bons castings. Enfin, Udo Kier, c'est une gravure de mode. Je sais plus qui c'est qui avait utilisé le mot statue en début d'émission, mais c'est ça, quoi. Malgré le plaisir que j'ai eu à le revoir en Full HD et à beaucoup plus apprécier l'expérience et à beaucoup plus rire aussi, puisque désolé Paul, mais ton film il est un peu marrant, comme moi je vois la peinture communiste sur le mur délabré derrière, enfin je me tape une barre quoi. En fait il y a un timing comique non voulu visiblement, mais on se marre bien, et je suis très sensible à quelque chose dans le milieu du 7e art, c'est Udo Kier en roue libre. Ouais. Udo Kier, tu le laisses faire ce qu'il sait faire. Ton film, c'est bon, je l'aime, direct, y a pas de souci. Et là, il est parfait en Dracula mourant qui galère à trouver des vierges, c'est génial, c'est l'attraction principale. Et si moi je peux vous donner un argument pour voir le film, matez-le pour Udo Kier, il vaut le détour, rien qu'à lui tout seul. Cependant, en effet, comme Dario l'a dit, le rythme, il est un peu compliqué sur celui-là. Là où Cher pour Frankenstein avait un bon équilibre, celui-là est un peu plus lancinant et m'a un peu plus perdu. Ça se réveille à la fin, c'est quand même un peu crado à la fin. Hein, oui. C'est voilà. Et tu l'as très bien dit Mathieu, Carlo Rambaldi, bah là il fait le taf. En effet, il a fait des trucs un peu crasse-pec, mais là il y a quand même un peu d'argent visiblement, et je trouve que c'est quand même vachement bien foutu. Mais pas assez. J'aurais bien en voir plus. J'aurais bien qu'il aille plus loin, tu vois. Comme si c'était restreint. C'est comme ça que je l'ai interprété, tu vois. Alors qu'il venait de faire une roue libre phénoménale sur Cher pour Frankenstein. Mais je m'accorde quand même un second visionnage pour réajuster cette opinion. Mais j'ai pas du tout regretté l'avoir vu. J'en attendais plus. Voilà. Mais le truc aussi qu'il faut signaler, c'est que on est sur deux
film purement bis avec un casting complètement dingue. Mais tu disais en fait, Romain, que les plans étaient très beaux, la lumière était très belle. Le gars dont j'ai oublié le nom qui s'occupe de la caméra, enfin qui a la photo, c'est quelqu'un qui a un CV long comme le bras aussi et qui fait des films italiens respectables, tu vois. Donc c'est pas forcément, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais c'est pas du tout quelqu'un que t'imaginais à la tête de ce genre de truc. Et deuxième chose, dans Du sang pour Dracula, le bourgeois, enfin le chef de famille bourgeois là, il est interprété par Vittorio De Sica. Et Vittorio De Sica, c'est un des grands noms du cinéma italien des années 60-70. C'est quelqu'un qui est en fait un des fondateurs du néoréalisme italien, qui a fait le voleur de bicyclette, Mariage à l'italienne et surtout Le Jardin des Finzi Contini. C'est un des grands noms italiens et moi je trouve ça absolument génial de le voir cachetonné dans un bis où en fait il joue, encore une fois, et ça je l'ai appris via le bouquin de Marc Toulek, encore une fois, il joue un personnage proche de la réalité. C'est-à-dire que sur la fin de sa vie, Vittorio De Sica, malgré le prestige de son nom, c'est quelqu'un qui avait des soucis d'argent parce qu'il jouait beaucoup au jeu d'argent, quoi. Et en fait, quand il a appris qu'il était disponible en tant qu'acteur, Paul Morisset l'a engagé parce que autant il déteste le cinéma fantastique, les films de la Hammer, tous ces trucs-là, autant il adore le cinéma italien, il connaît tout le cinéma italien par cœur. Et le fait d'avoir un réalisateur prestigieux dans son film en tant qu'acteur, forcément, il l'a fait venir tout de suite, quoi. Mais il l'a fait jouer de la même façon que les autres, c'est-à-dire de la manière la plus réaliste possible, avec le moins de lignes de dialogue à apprendre possible, et en ayant pour simple consigne de joue qui tu es, joue Vittorio De Sica, quoi. En l'occurrence, joue quelqu'un de la bourgeoisie qui a des gros soucis d'argent. C'est celui qui s'en sort le mieux, je trouve, moi, de tous les acteurs du film. C'est un professionnel, quoi. Enfin, il a un petit CV derrière lui, quoi, quand même. Mais celui qui maîtrise le plus, quoi, ça se voit, je trouve. Apparemment, sur le tournage, c'était compliqué parce qu'il perdait la mémoire. Du coup, il y avait des anti-sèches planqués de partout en dehors du cadre pour qu'il puisse sortir ses répliques au bon moment, quoi, quand il y en avait. Le nom que tu cherchais pour le chef opérateur, c'est Luigi Cuvillier, je ne sais pas. Oui, c'est qui ça. est le chef opérateur notamment sur Les Frissons de l'angoisse d'Argento. Ouais, voilà. Et de Fulci sur Les Ventreurs de New York. Ça pose tout de suite le niveau. On sait. Enfin voilà, malgré le fait que j'aurais aimé l'aimer un peu plus, j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis très heureux de l'avoir revu. Je suis content que ces films recirculent un petit peu dans des éditions qui valent le coup aussi. Grave. Donc merci Sidonis au passage de les avoir réédités parce que vu l'état du milieu du média physique actuel, c'est toujours audacieux. Pour le coup, sortir du gros bis comme ça. Donc n'hésitez pas à soutenir au passage si vous pouvez. Si vous croisez ces Blu-ray dans la nature, n'hésitez pas. Tout à l'heure, je parlais de La Résidence, c'est aussi sorti chez eux. Oui, mais ils se font un catalogue de fou, Sidonis. Ils ont sorti Vampire, vous avez dit Vampire 2 aussi, récemment, qui était très attendu par au moins une personne, je la citerai pas, mais on sait qui. Donc voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, la team, avant qu'on passe à la conclusion de l'épisode ? Non, regardez Punishment Park, c'est vachement bien. Non. Ne relance pas ce débat-là, s'il te plaît. Avant qu'on se quitte, un peu d'actu, Max, de ton côté ? Eh bien, toujours pareil. Moi, je suis sur, comme tu le disais, je tiens un compte Instagram et sur TikTok où je parle en vidéo courte de cinéma d'exploitation et de culture LGBTQ+. Donc, n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait vraiment très plaisir et je vous ferai plein de bisous. Il vous fera des bisous. Oui, personnellement. Il vous fera plein de bisous personnalisés en plus. La classe. Certains paieraient pour ce service, attention. Merci beaucoup, Max, d'avoir été avec nous. Mais merci à vous. Ouais, merci. Ça me fait trop Merci plaisir. beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Et j'ai une toute petite question. Oui. Parce que vous faites la FAQ justement la semaine prochaine. L'année dernière, j'ai posé une question, moi, à propos du voyage de Déméter, dont on a parlé au tout début de l'épisode. Et c'est une question qui avait été pas très bien comprise, je pense, où je parlais du fait qu'il avait été repris sur Netflix et que il avait... On en a parlé il y a 1 an, il l'a pas oublié. Non, j'ai pas oublié, mais en fait, c'est que là, d'un coup, quand vous avez parlé de Déméter tout à l'heure, j'ai eu un flash qui a été mis sur Netflix et qui a eu un certain trafic de lecture. Alors, il n'a pas du tout été encensé par les personnes qui l'ont vu, parce que le film reste un film pas très bien, mais il a été beaucoup plus vu qu'il n'a été vu au cinéma. Et ma question, c'était, est-ce que finalement ça pourrait vous faire changer d'avis, non pas l'avis objectif sur le film, mais le fait qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas l'élan d'aller au cinéma, de payer son ticket et de se retrouver 2 heures dans une salle de cinéma à regarder Le Voyage de Déméter, mais plutôt d'avoir ça à libre disposition depuis son canapé. Est-ce que ça pourrait faire changer l'impression que vous avez eue du film, ou plutôt les attentes que vous aviez par rapport au film? Voilà. Je me doute que le film est mauvais depuis son canapé ou depuis le cinéma, ça je suis d'accord avec vous. C'était plus par rapport aux attentes qu'on a. Moi je sais que mes attentes sont complètement différentes quand je vais lancer un film sur Netflix que quand je me déplace et que je fais moi-même le mouvement d'aller au cinéma et de réserver une soirée pour aller voir un film. C'est pas du tout les mêmes attentes, c'est pas du tout les mêmes objectifs que j'ai. Donc voilà. Et voilà, je voulais juste éclaircir ma question. Ouais, moi j'ai l'impression que je donne plus sa chance à un film si je suis au cinéma que si je suis dans mon canapé quand même. Ouais. Puisque au cinéma, t'as pas de shortcut, tu peux pas regarder ton téléphone, enfin tu peux, mais sinon tu te fais casser la gueule par Romain dans la salle. Moi je pense que au cinéma, je lui laisse libre cours, vraiment, allez vas-y, montre-moi ce que t'as à me montrer, je t'écoute. Donc je pense pas, honnêtement. Bah du coup si, parce que ça change tes attentes. Non, mais du coup, je pourrais pas suivre le film aussi bien, mais du coup, je pourrais pas avoir un avis aussi tranché sur le film si je sais qu'au fond de moi, j'ai pas vraiment suivi le film, tu vois ce que je veux dire? Du coup, si tu l'avais vu sur Netflix, comme la plupart des gens qui l'ont vu sur Netflix, t'aurais peut-être été plus intransigeant encore. Donc ça change ton attente. Ouais. J'aurais Si, oui. ouais, j'aurais décroché, quoi. Donc ça change. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça change, mais pour moi, la meilleure condition, ça reste quand même de le voir en salle. C'est ça que je voulais dire. Même si le film est naze, la meilleure condition, ça reste de le voir en salle pour moi. Moi, je pense que j'aurais été peut-être moins virulent avec le film si je l'avais vu, comme tu dis, sur mon canapé de chez moi, dans mon salon, tranquille, quoi. Le fait d'aller au cinéma, enfin, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, t'espères ne pas perdre de temps justement en allant consacrer 2 heures à un film. Et là, bon, le film n'est pas forcément très bon, mais je pense que si j'avais vu ça sur Netflix, bah de base mes attentes auraient été peut-être un peu moins hautes parce que si le film avait gonflé en plein milieu, j'aurais peut-être fait autre chose ou quoi. Enfin, et surtout, enfin, c'est pas tout à fait le même prix, tu vois. Oui, carrément. Mais le piège aussi, c'est de se faire avoir par ce truc-là et de baisser aussi ses attentes par rapport au fait que ça n'est que du Netflix. Et je me méfie un petit. Enfin, j'essaie de rester objectif au maximum par rapport à ce que je peux regarder sur des plateformes, en me disant non, ça n'est pas parce que c'est sur une plateforme que ça doit forcément biaiser mon niveau de jugement et me faire revoir à la baisse des attentes qui de toute façon doivent rester les mêmes, parce que dans les deux cas, c'est des films en fait. Voilà. Surtout que Ouais, c'est je pas un comprends ce film que qui tu est dis. produit par Netflix pour le coup, c'est un film qui est sur Netflix. Sur Netflix, t'as plein de films qui sont super, que tu regardes, Ouais. qui sont juste sur Netflix, qui sont pas produits par Netflix. Le côté péjoratif de dire c'est un film de plateforme, pour moi, c'est les films produits par Netflix, tu vois. C'est genre. Alors, moi, de c'est mon pas le côté, cas. il n'y avait pas de manière péjorative d'en changer les attentes. C'est pas forcément en moins bien ou en meilleur. C'est pas du tout, c'est juste pas les mêmes, en fait. Voilà. Bah, après, l'avantage, c'est que si tu le vois sur ta télé, tu peux la régler pour voir quelque chose. C'est vrai. Ça aurait peut-être sauvé Nosferatu, selon toi, Max. Oui. Bah ouais, carrément, parce que moi, j'avoue que payer mon ticket de cinéma pour avoir un écran noir pendant 1h30, ça m'a mis en rage, ouais. Oui, je comprends. Je réfléchis à la question, j'ai pas de réponse. Non, mais il Je sais pas. y avait pas forcément de réponse à apporter, c'était juste pour préciser. C'est trop tard, je vais pas dormir, mec. Je vais pas dormir. Je pense que je vais me torturer le crâne ce soir et puis je te répondrai au podcast suivant. Ça Ouais, te dérange carrément. pas. Mais moi, je suis plutôt un peu comme Dario, justement. Il y a quelque chose où, vu que ça sort sur une plateforme, je m'attends à ce qu'il y ait presque un peu plus de liberté. Tu vois, Ouais. Et donc, du coup, qu'il y ait un peu plus d'expérimentation, qu'il y ait un peu plus, voilà, enfin, c'est pas tout le temps le cas, mais on peut s'y attendre. Alors qu'au cinéma, je sais qu'il y a des bases, ou alors sinon on a entendu parler du film et on a vu la manif devant le MK2 Bibliothèque, mais en général il y a un cadre beaucoup plus posé de qu'est-ce que tu vas voir. Le film est un peu plus classique entre guillemets, mais c'est exactement la même chose que j'ai pas les mêmes attentes quand je vais au MK2 Bibliothèque justement, qui est un grand cinéma multiplex, que quand je vais dans le petit cinéma indépendant du quartier latin voir un film qui est très Bien peu sûr. diffusé, tu vois. Et
en fait, les attentes changent, pas péjorativement ou pas positivement, juste ça change. Et ben ce sera le mot de la fin, ça change. Très bonne question pour le coup. Tu m'as brain perso. Tu m'as eu par surprise. Désolé. Non, mais tu en avais parlé il y a un an, je m'en souviens, autour d'un café, et j'avais pas su te répondre de base parce que j'avais pas compris la question de base dans la FAQ, donc désolé au passage. Mais je l'avais peut-être très mal posé. Hein. Tu l'avais très mal posé. Tu l'avais extrêmement mal posé. C'est entièrement ta faute. Soyons, voilà, ce n'est jamais ma faute. Je déconne évidemment. On parle de FAQ, on en fera une la semaine prochaine. Soyez là. Les questions dans l'espace commentaire si vous pouvez, ou sur nos réseaux sociaux, on le répète, @jumpscarecast sur Twitter, Blue Sky et Instagram, ou même par mail. Il y a le mail de l'émission dans la description. N'hésitez pas. On va essayer de sélectionner les meilleurs. Soyez gentils avec nous. Évitez les questions de type « c'est quand l'épisode sur tel film ?» parce que on en a beaucoup tous les jours de ces questions-là et on peut pas vous répondre. Donc on a décidé de répondre oui à tout le monde. c'est oui. C'est oui. Voilà. Partez du principe qu'un jour, oui. Quel que soit le film, quel que soit le genre, quel que soit le cinéaste, oui, ça arrive. On sait pas quand. Voilà. Mais en tout cas, des questions sur le podcast, sur la saison, sur les films qu'on a vus cette année, sur le cinéma de genre en général, n'hésitez pas, on va tenter de répondre au maximum à tout ça. Et on fera aussi le bilan des films qu'on a vus cette année, on fera peut-être un petit top. Voilà, ça va être un épisode un peu détendu, détente, avant de se quitter pour les vacances. Le podcast reprendra l'année prochaine, mi-fin février, dans ces eaux-là. On va se reposer un petit peu. On vous parlera la semaine prochaine de l'évolution de l'émission, parce que oui, Jumpscare saison 4, ça va être un peu différent, vous allez voir. Mais suspense jusqu'à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le 22 novembre, Dipescare à Nantes. Là aussi, tout est dans la description. Venez boire des bières avec nous. Quasiment tout le monde sera là. Vous pourrez voir Dario en vrai. Vous pourrez vous venger en vrai. Enfin voilà. C'est gentil, je fais qu'1m72. Et venez le tabasser. Sur ces belles paroles, on se dit à vendredi prochain. Et portez-vous bien. Des bisous. Des bisous à tous. Salut. Ciao. Bonsoir.